Je suis Alain Stockton, je suis professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Montréal. Mon collègue Thomas Forestier. Thomas, je te laisse te présenter. Thomas Forestier, Université des Antilles. Je suis au CREF, le laboratoire qui travaille sur les relations entre didactique et contexte. Et, j'ai essayé de le convaincre de venir, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il est 3 heures du matin en Guadeloupe. J'ai goût de dire, ça lui apprendra, mais quand même, je le félicite pour s'être levé pour faire la présentation avec nous, qui est collègue en même temps de Jean-Jacques, qui est aussi dans le projet. On est une petite équipe qui travaille sur différents niveaux. On a commencé un démarrage, surtout Thomas et moi. Il y a d'autres collègues comme Frédéric, Myriam, Priscilla et Jean-Jacques, où on a travaillé à la conceptualisation d'une boussole. Donc, je vais vous présenter les boussoles numériques éducatives, mais plus particulièrement un projet qui est un outil d'aide à l'analyse contextuelle de documents pédagogiques. Le plan, pour ça, je vous présente la genèse du projet, qui c'est important de le mettre évidemment en place, puis aussi avec la problématique qui a émergé à travers ça. Je vais vous présenter également aussi le fonctionnement des boussoles numériques éducatives. C'est une plateforme qui est web, qui est un peu particulière et on a utilisé le mot innovation. Je pense que on pourrait parler même d'une plateforme innovante à différents niveaux. Je vais parler aussi, surtout Thomas, pour nous présenter certains éléments en lien avec le développement de la boussole sur l'analyse contextuelle de documents. Et on va conclure avec certains éléments prospectifs, je vais vous dire. Maintenant, on peut passer à la prochaine. Euh, comment le projet a débuté? C'est-à-dire qu'il y a eu deux projets différents. Un sur les boussoles numériques éducatives, mais avant tout, il y a eu le projet TEC, qui est technologie éducative pour l'enseignement en contexte, où on a travaillé depuis, ben, je dirais quasiment près d'une quinzaine d'années avec les premières itérations sur l'enseignement en contexte, c'est-à-dire on se basait sur des écarts de contexte pour mettre en place des scénarios pédagogiques qui ont faisait collaborer des classes du Québec et de Guadeloupe ensemble. Et on a quand même mis en place des itérations jusqu'en 2019 et ça a permis, entre autres, évidemment, de mettre en place certains éléments, notamment sur cette collaboration-là qui continue. Tu peux changer, comment? Par rapport aux boussoles, maintenant, les premières boussoles étaient sur des questions d'évaluation, notamment entre l'innovation et la tradition, ce qui a mené à la création d'une plateforme qui s'appelle Num Educa. Et les boussoles, au début, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'au Québec, on a des outils, ça s'appelle les boussoles électorales, c'est-à-dire les gens peuvent remplir une boussole et on les situe par rapport au projet des partis politiques. Donc, cette idée-là, on l'a trouvée intéressante et on s'est dit, on pourrait peut-être faire quelque chose, pour justement donner des portraits aux gens. L'autre élément aussi qui nous a donné une grande impulsion, c'est qu'on faisait des recherches sur le terrain et on faisait, entre autres, des questionnaires sur les usages pédagogiques du numérique, notamment en termes de développement professionnel de la compétence numérique. Et les gens sur le terrain nous disaient à chaque fois, on aimerait ça voir les résultats, on aimerait ça voir qu'est-ce que ça donne. Mais en tant que chercheur, on faisait deux trucs généralement. Les infographies qu'on rediffusait, qui étaient grand public. On faisait des articles scientifiques que, assurément, les enseignants sur le terrain ne lisent pas, parce que c'est pas vraiment notre public cible. Et à ce moment-là, on trouvait qu'on passait un peu à côté des éléments essentiels quand on faisait une collecte de données, c'est-à-dire de ne pas laisser les participants en quelque sorte en marge et de les impliquer davantage dans le processus où ils nous donnaient beaucoup d'informations, mais eux, finalement, on leur disait merci, puis ils pouvaient s'en aller, puis nous autres, on trouvait que c'était peut-être pas nécessairement équitable. Ça a fait en sorte que là, on a imaginé les boussoles numériques éducatives et maintenant, il y a plusieurs boussoles qui sont disponibles à partir du site Numéduca. Moi, je vais vous donner aujourd'hui deux exemples qui sont en cours de production, c'est-à-dire qui sont accessibles maintenant au grand public. On travaille sur d'autres, évidemment, mais sur le site, là, vous allez voir, là, il y en a plusieurs. Il s'agit simplement de mettre votre adresse courriel. Vous participez généralement à la boussole en répondant à un questionnaire et vous allez obtenir les résultats en temps réel.
On peut passer à l'autre, Thomas. Donc, le fonctionnement, je le disais tout à l'heure, c'est une plateforme web qui consiste essentiellement à faire des auto-évaluations sur des sujets donnés. La plateforme en tant que telle, il y a un moteur d'inférence qui nous permet de faire des analyses en temps réel. Autrement dit, les items sont en quelque sorte les faits qui nous permettent évidemment de donner un sens aux résultats. Et aussi, on a un ensemble d'outils de filtrage qui nous permettent, entre autres, de donner un sens aux résultats, notamment en les pondérant, en les associant aussi à différents concepts. Et une fois que les gens ont fini de répondre aux différentes questions, il y a immédiatement un profil qui leur est présenté et ça leur permet de se situer notamment par rapport à la thématique de la boussole, puis aussi, mais en relation aussi avec les autres personnes, puisque évidemment, on place cette relation-là aussi en évidence avec les pages de résultats. Et on a aussi un système de recommandation qui nous permet, en fonction des scores obtenus, de présenter des ressources qui sont pertinentes. Ces ressources-là aussi sont également filtrées en fonction d'un questionnaire sociodémographique qui est en amont aussi du questionnaire. Un exemple tout simple, sur la boussole des usages pédagogiques du numérique, s'il y a entre autres des enseignants qui enseignent les mathématiques, mais on leur donne pas des ressources qui sont primaires en français. Donc, ça nous permet vraiment de bien cibler les résultats. Puis aussi, l'idée, c'est pas de donner une pléthore d'informations et de ressources, parce qu'on sait que si on donne énormément de ressources, ben finalement, c'est plus ou moins utilisé. Donc, on fait le choix éditorial, si on peut dire, de donner les ressources qu'on pense les plus pertinentes possibles aux personnes qui vont répondre. Je vous donne deux exemples. Un premier exemple, c'est sur une boussole sur les biais inconscients et les comportements inclusifs. Donc, on a évidemment une série de questions en fonction des différents biais qu'on trouve dans la littérature. Et une fois que les gens ont répondu, ben, c'est la page de résultats qui est obtenue. Donc, ça permet aux gens d'avoir ici, entre autres, les différents résultats. Puis ce qu'on voit en grisé derrière, ben, ce sont les résultats des autres. Donc, on est capable de se placer en quelque sorte en relation avec les résultats des autres. Et aussi, on a d'autres tri possibles sur, notamment dans ce cas-ci, les groupes d'appartenance. Donc, ça fait un outil qui est particulièrement innovant dans le sens que je ne connais pas beaucoup d'outils de recherche qui permettent à la fois de collecter des données, notamment par des questionnaires, mais également de diffuser des résultats en temps réel tout de suite aux personnes qui répondent aux questionnaires. Et de là, l'idée d'auto-évaluation qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe chez les gens qui vont y répondre. Et nous, de notre côté, évidemment, on récolte des données en lien avec les différentes thématiques. Là, ça veut dire qu'on a accès évidemment à ces données-là. Thomas, tu peux passer à la suivante. L'autre exemple ici, c'est sur les usages pédagogiques du numérique, où on a un plan cartésien en quelque sorte qui nous situe par rapport à deux concepts clés, c'est-à-dire les processus cognitifs de faible à élevé et les niveaux d'interaction aussi par rapport aux différents usages. Et on a on voit pas bien, mais on a une croix orangée en quelque sorte avec le point. C'est notre résultat. Et aussi des points en grisé, ce sont les résultats des autres. Donc, on peut vraiment avoir un portrait individualisé où on est capable de se situer. De l'autre côté, on a au Québec un référentiel de compétences, la compétence numérique, où les items sont associés aux différentes dimensions. Et à ce moment-là, on est capable vraiment de les situer. Ce sont deux exemples qui sont quand même assez différents, mais qui un peu assez identiques comme fonctionnement de base, qui nous permettent entre autres de voir, oui, on a un outil de collecte de données et une auto-évaluation qui est réalisée et on partage les résultats en temps réel. Thomas, tu peux passer à la suivante. Oui, ici, j'ai mis l'image parce que la résolution pour l'animation est pas tellement bonne. Puis finalement, je me rends compte que celle-là est pas vraiment mieux. Tu peux passer à l'autre aussi, Thomas, pour donner une idée à quoi ça ressemble là, pour ces évaluations-là. Il y a quand même un certain, j'ai pu dire, engouement dans les milieux, puisque les bourses sont accessibles en accès libre. Celle-là, bon, en fait, j'en ai deux, une pour le postsecondaire et une pour le secteur des jeunes, mais celles au préalable que je vous ai présentées
sur les biens conscients, on a déjà à peu près 3500 répondants. Donc, on a quand même un- une bonne réception par rapport aux différents milieux. J'ai parlé d'une problématique tout à l'heure un peu générale. Euh, Dans notre cas, sur la contextualisation didactique, notamment dans le cadre du projet TEC, on avait remarqué, entre autres, par rapport aux personnes enseignantes qui étaient impliquées dans le projet, qu'il n'y avait pas du tout le potentiel de la contextualisation didactique. Et à ce moment-là, on prenait quand même beaucoup de temps pour expliquer le projet, de voir comment ça pouvait s'inscrire dans leur enseignement. Bref, on avait un petit travail de persuasion à faire, puis on n'avait pas vu qu'il y avait ces, ces possibilités-là. Puis aussi, euh, on ne pouvait pas les impliquer de façon directe, notamment à savoir s'ils avaient perçu ces potentiels-là, ces potentialités-là. Puis à ce moment-là, on avait quand même plusieurs collègues de données qui s'impliquaient peut-être pas tout à fait, tandis que là, ils sont capables quand même assez rapidement de se situer par rapport à tout ça. Tu peux passer à la suivante, Thomas. Donc, l'objectif général, finalement, pour cette boussole-là, ça va être de mieux comprendre comment la contextualisation didactique est perçue par les enseignants, mais également aussi des futurs enseignants, notamment dans le cadre de l'enseignement aussi à l'Université des Antilles. On est à la première phase là, pour ce projet-là. Les boussoles, il y a d'autres éléments qui s'en viennent aussi, mais pour le moment, on est à développer et évaluer un outil d'auto-évaluation de la contextualisation didactique. Éventuellement, on veut proposer un outil d'aide de documents pédagogiques à la communauté, finalement, et par la suite, l'idée, c'est d'identifier les écarts de contexte par les personnes répondantes. Autrement dit, les boussoles vont nous permettre de voir dans quelle mesure les écarts de contexte ont été perçus par les personnes enseignantes. Euh, Sur le plan méthodologique, on a parlé ce matin des approches participatives, donc c'est mis en œuvre notamment avec une approche de design-based research, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en collaboration avec le milieu aussi, notamment avec les étudiants, pour développer le questionnaire, la plateforme aussi. On fait beaucoup d'allers-retours aussi pour voir si ça répond bien aux besoins. Par la suite, on va voir plus spécifiquement l'implémentation de la boussole, à savoir que un des enjeux, c'est de savoir est-ce que la boussole, les résultats obtenus sont vraiment significatifs. Autrement dit, une fois que j'ai répondu, est-ce que ça ressemble vraiment à ce que je pensais là? Si on est complètement décalé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Généralement, on se trompe pas trop. Et par la suite, on peut aller un petit peu plus loin, notamment en prévalidant le questionnaire, puis on peut par la suite les diffuser dans les milieux. Ça peut s'intégrer notamment dans un projet pédagogique, mais également aussi dans un projet de recherche. Je pense que, oui, par rapport à la thématique du colloque, je pense que dans une certaine mesure, on peut interroger les marges, euh, autant au niveau de la plateforme en termes de fonctionnalité, comme je le disais au début, où on intègre le plus possible les personnes répondantes, mais également aussi en tant qu'objet par rapport aux thématiques. Je vous ai présenté la boussole sur les biens conscients, mais on peut vraiment aussi aborder d'autres thématiques. On est en développement aussi pour une boussole sur l'évaluation inclusive, sur le cyberharcèlement. Généralement, ça fonctionne assez bien, les boussoles, pour des questions où il y a des enjeux sociétaux importants, notamment quand on interroge des marges. Puis aussi, on le fait en collaboration avec le milieu, je l'ai mentionné tout à l'heure. On veut le plus possible aussi que ces solutions-là répondent à ces besoins-là du milieu, notamment en lien avec un questionnaire sociodémographique au Canada, au Québec. On a ce qu'on appelle des déclarations volontaires, c'est-à-dire que ça nous permet d'identifier le profil de certaines personnes répondantes, évidemment volontairement, là, en termes de situation de handicap, ainsi de suite. Maintenant, je laisse la parole à Thomas. Oui, alors merci, merci Alain. Euh, Concernant le développement de la boussole, on a identifié deux axes principaux qu'on veut tester. Alors, le premier concerne les écarts perçus entre les contextes internes d'utilisation du document et les contextes externes de conception du document. Donc, ça réfère à des définitions de la contextualisation qui s'inscrivent dans des approches transpositionnelles. Et puis, le deuxième axe
qu'on essaye d'identifier et de caractériser par l'intermédiaire du questionnaire qui est quasiment terminé. C'est la contextualité donc, des documents telle qu'elle est ressentie par l'enseignant. On a plusieurs dimensions qui sont dimensions contextuelles qui sont approchées par cette boussole numérique. La dimension ou les dimensions culturelles et langagières, ainsi que les dimensions didactiques, dans le sens où ce sont les dimensions qui sont en lien avec l'objectif d'apprentissage de la séquence d'enseignement. Et puis, on a des dimensions qui sont plus liées au contexte pédagogique, donc se rapportent aux pratiques d'enseignement, au type de documents et au niveau scolaire. On a enfin des dimensions alors, qui sont peut-être plus organisationnelles sur la taille des documents, les durées, la technique logistique, des choses comme ça. Alors, pour en quelques mots, juste dire un petit peu les dimensions théoriques sous-jacentes. Concernant la contextualité ressentie des documents analysés, en fait, ce qu'on souhaite faire par là, c'est confronter plusieurs cadres théoriques qui sont liés à la contextualité. Alors, les trois identifiés sont les travaux de Michael Jamelaro, de Delcroix et Hall et de Jean-Jacques Salon. On souhaite observer quelles sont les dimensions qui sont prises en compte prioritairement par les participants au projet. L'objectif, c'est de modéliser les relations entre cette contextualité et les écarts de contexte qui sont donc le lieu de cet axe. Alors, pour que ça soit un peu plus compréhensible et un peu moins jargonnant, alors, euh, bon, c'est un peu dangereux, puisque de dévoiler ces hypothèses avant les résultats, mais c'est bien quelque chose comme ça qu'on espère observer. Alors, c'est en forme d'hypothèse. On a un axe donc, qui est l'axe des ordonnées qui devrait opposer la contextualité des documents, donc des documents qui sont fortement contextuels et des documents qui sont faiblement contextuels. Alors, ce n'est pas leur contextualité en tant que telle, hein, c'est bien la manière dont ils sont perçus par les enseignants. Et puis l'autre axe, qui est l'axe des abscisses, qui pourrait euh, opposer à ce qu'on appelle les écarts de contexte, voilà, des documents euh, qui sont vus comme proches du contexte d'utilisation, c'est-à-dire d'enseignement, contexte didactique, et des documents qui sont éloignés de ce contexte didactique. Alors, notre hypothèse, c'est qu'on va avoir trois ensembles de... Alors là, c'est une hypothèse, c'est on pense avoir trois espaces de points à travers ces axes. Des documents qui sont faiblement contextuels, des documents qui sont fortement contextuels et proches du contexte d'utilisation, donc avec peu d'écart de contexte, et de documents qui sont fortement contextuels et qui sont éloignés des contextes d'utilisation. Voilà notre hypothèse principale sous-jacente à cette boussole numérique. Je repasse la parole à Alain pour le développement du questionnaire. Ouais. En fait, bon, on a des systèmes pour chacune des dimensions que Thomas a présentées tout à l'heure. Euh, Généralement, pour bien faire fonctionner notre moteur d'inférence, c'est des questions à échelle de Likert à 5 niveaux qu'on va par la suite associer aux deux axes que Thomas a présentés et également aussi différentes dimensions. Il y a des possibilités de pondération, c'est-à-dire qu'un item pourrait valoir plus qu'un autre. On n'a pas encore déterminé cet aspect-là encore, dans quelle mesure il va être utilisé. Et par la suite, par rapport aux résultats obtenus, on va bâtir un système de recommandation qui propose, entre autres, à l'utilisateur des suggestions de modification contextuelle de documents, des suggestions didactiques de documents et aussi des ressources complémentaires. Donc, c'est ce que ça va nous permettre de faire une fois que les répondants vont avoir terminé le questionnaire. Pour conclure maintenant, vous avez compris qu'on est encore assez bien avancé sur la conceptualisation de la boussole.
On va démarrer bientôt le développement de la page de résultats, c'est-à-dire qu'on a des développeurs qui travaillent avec nous, qui personnalisent chaque page parce qu'il y a quand même tout un boulot de programmation derrière chaque page de résultats pour que ça soit notamment utilisable de façon responsive sur différents appareils mobiles ou ordi. On a aussi toutes euh, les, euh, les requêtes dans les bases de données pour pouvoir calculer les résultats, mais également aussi de les calculer avec les autres. Donc, c'est des aspects aussi qui demandent quand même pas mal de travail. Puis l'idée, c'est de donner le plus possible un sens de la page de résultat, mais surtout pas d'un point de vue chercheur, surtout d'un point de vue de la personne qui va répondre. Parce que ce que je dis par rapport au boussole, souvent, quand je travaille avec des collègues, oui, on a une vision un peu de comment on devrait présenter les résultats, mais il faut vraiment mettre ça de côté puis faire en sorte qu'on donne davantage de sens aux gens qui vont répondre à la boussole. Pour terminer, le projet s'inscrit évidemment dans un projet plus vaste. Au Canada, on a des différents fonds. Là, je vais faire une demande, ça s'appelle le Fonds canadien d'innovation, c'est-à-dire pour mettre en place une infrastructure de recherche où j'ai plein d'idées de fonctionnalités dont aujourd'hui je vous épargne, mais également aussi, on a déposé hier soir une pré-demande à NRFRQSC pour le projet là, de coopération internationale, notamment avec Thomas, mais toute une petite équipe là, qui travaille sur différentes boussoles. Celle-là, c'en est une, mais il y a 4 autres boussoles aussi qu'on va travailler pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse entre autres, mieux comprendre les effets des auto-évaluations, les effets autant cognitifs que affectifs sur les personnes répondantes. Puis aussi, évidemment, on pense que les gens, quand ils vont répondre au boussoles, ils vont peut-être davantage s'inscrire dans leur développement professionnel et ultimement changer certaines pratiques pédagogiques aussi. Merci beaucoup, Thomas. Jean-Jacques, quelque chose à ajouter? Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a le temps pour quelques questions. Pour l'instant, je pense que nos collègues vont peut-être pouvoir essayer de lancer d'organiser le diaporama. Est-ce que je peux retourner ça vers la salle pour que Thomas puisse voir le son public? Avez-vous des questions, des remarques, des commentaires? Oui, on en a parlé rapidement avec Alain de façon informelle hier, mais c'est vrai que moi, je serais particulièrement intéressée. Je suis formatrice en numérique éducatif là, à l'INSPE de La Réunion. Et la boussole, en particulier celle sur les usages pédagogiques du numérique, serait certainement très intéressante pour pouvoir à la fois peut-être enrichir justement le recueil de données avec une vision un peu différente de celle que vous avez peut-être déjà en termes de corpus. Et pour voir en fait comment on réagirait à la fois nos fonctionnaires stagiaires et nos étudiants qui préparent les concours à justement ce petit peut-être choc de représentation du numérique en classe. Donc moi, je serais très intéressée par rapport à ça. Donc c'est pas tout à fait une question, c'est presque une requête. Non, mais c'est intéressant, mais je dirais pour tous les ce que les gens nous disent à chaque fois qu'ils répondent, c'est ça nous fait réfléchir. On pense potentiellement qu'il y a une grande désirabilité sociale. Autrement dit, je pense assez sur les biens conscients. Là. Ils vont pas nous dire qu'ils sont racistes là, quand même. Là. Mais par la suite, ils vont peut-être nous dire, oui, ça nous fait réfléchir. La même chose sur les usages pédagogiques, ce que je remarque, c'est que parfois, il y en a qui disent, je me sens compétent, je gère, puis quand ils font le questionnaire, finalement, pas tant que ça. Ils sont mis en relation avec les autres aussi pour se situer. De la personne contraire qui se dit, moi, je suis totalement incompétente. Puis finalement, il se débrouille pas si mal. Donc, ça permet ça, finalement, les auto-évaluations, mais surtout de calculer les résultats en temps réel, puis de donner une analyse. Hein. C'est pas simplement les scores qu'on donne, c'est vraiment une analyse. C'est ce qui m'apparaît intéressant. C'est pour ça qu'il y a toujours une conceptualisation derrière. Quand on met en place un questionnaire, on les met aussi en relation quand on fait le portrait avec ces différents concepts. Oui, juste pour ajouter, juste,
il y a quelque chose sur lequel on a assez peu insisté, mais bien que ça a été mentionné, c'est que ces boussoles numériques, l'intérêt, c'est que effectivement, il y a une une auto-évaluation immédiate de la part de celui qui participe au questionnaire qui est visuel. Et donc, c'est un outil qui a une dimension en fait métacognitive assez grande, hein, notamment en termes de formation de formateurs, parce que vous êtes à l'INSPE comme moi. Et donc, c'est vraiment un objet qui permet aux gens, euh, alors avec les imperfections qu'il peut avoir, mais d'immédiatement placer sa perception et sa cognition par rapport à des axes théoriques qui sont définis par la littérature. Et donc, en termes d'outils de formation, c'est quelque chose aussi qui a cet intérêt-là, c'est que ça place les gens dans une logique participative et dans une logique d'immédiatement questionner ses propres conceptions par rapport à un existant. Et quand on est sur des lieux proches de marge ou en périphérie d'un système, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, on peut dire qu'on est périphérique par rapport au système national. Là, c'est des répondants qui sont internationaux, donc ça permet d'identifier et de questionner individuellement, d'abord en termes de métacognition, mais aussi par rapport à des groupes. Si on l'utilise dans un groupe dans formation, ça permet de voir comment on se situe dans le groupe, mais aussi comment le groupe se situe par rapport à l'ensemble des répondants. On est un groupe très ouvert de travail, hein. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la dimension recherche de ce projet, de toute façon, vous êtes la bienvenue et nous très heureux. On est un groupe, je crois, très ouvert à toute collaboration, surtout de la Réunion. Ça, on serait très preneur. On est inclusif. Merci pour ces invitations. Oui. Une question par rapport à. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Par rapport notamment aux boussoles sur l'inclusion, l'évaluation inclusive, etc. Quelle est la part des items en fait qui s'adressent vraiment à l'activité de l'enseignant à l'intérieur de la classe et la part des items éventuellement qui donnent une place aux questions sur la forme scolaire, sur l'organisation scolaire, sur donc des éléments sur lesquels l'enseignant à titre individuel n'a pas, enfin, l'enseignant ou le partenaire éducatif n'a pas forcément de prise et qui pourrait aboutir à des réponses, en fait, en disant, OK, moi, je veux bien, j'essaie d'inclure dans ma classe, etc., par exemple, mais je ne peux pas le faire du fait de la forme scolaire qui est figée ou autre. Parce que vous avez les répondants qui sont au Québec, qui sont aux Antilles, qui sont à La Réunion, qui n'ont pas forcément, n'interviennent pas forcément avec des formes scolaires ou des formats scolaires des organisations qui sont les mêmes. Quelle est cette part-là? Et, Je parlerais peut-être de certaines limites par rapport à des outils de collecte de données par questionnaire, c'est-à-dire que, notamment sur l'évaluation inclusive, on se posait la question, des fois, c'est parce qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, à ce moment-là, si on dit jamais, ben c'est sûr que ça vient impacter le score total. Je pense qu'on pourrait plutôt dire que ça fait partie des limites qu'on peut difficilement gérer. On essaie de l'atténuer quand même le plus possible aussi à travers plusieurs systèmes pour chacune des dimensions. Ça reste, ça reste quand même une limite. Je sais pas si je réponds bien à la question. 30, peut-être une dernière question et ensuite il faut vraiment qu'on passe à la. C'est juste un commentaire parce que je suis très associée là, à la boussole sur les diagnostics et comportement inclusif. Je voulais juste dire, dans un contexte de formation, là, nous, on l'utilise comme un outil préalable de la formation. Les gens font la boussole, puis quand ils arrivent à des formations sur le sujet, là, ils sont déjà préparés, ils ont déjà réfléchi comme outil pédagogique, outil didactique, là. Nous, maintenant, c'est pour ça qu'on est à 3000 les organisations au Québec en formation continue sur cette thématique-là. Parce que systématiquement, maintenant, ils font la boussole avant. Puis on voit une grosse différence quand les gens arrivent parce qu'ils ont beaucoup réfléchi, ils ont regardé leurs résultats, donc ils arrivent beaucoup plus préparés. En tout cas, je voulais juste ajouter ça comme outil, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, mais j'avais oublié d'ajouter, toutes les boussoles, idéalement, c'est pertinent quand ça s'inscrit dans un scénario pédagogique. Ça peut être en amont, ça peut être pendant, mais
je pense qu'idéalement, il faut que ça s'inscrive. Celle sur la boussole de l'évaluation inclusive, on va l'inclure dans une courte formation autoportante en ligne. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça. Est-ce que quand c'est utilisé comme ça, standalone, ça peut être utile aussi? Je pense qu'on a un meilleur impact. Pas négliger l'accessibilité, hein, c'est gratuit, les gens sont pas à la recherche. Non, mais c'est vrai.